Dans l'arc alpin, et plus particulièrement dans le massif de Beldon, les paysages se transforment en permanence. Ils évoluent au gré du climat, des interventions des hommes et depuis quelques décennies de leur repli. C'est pour comprendre ce phénomène que je suis dans la région de Champs-Rousses en compagnie d'Océane et de Robin. Quand ça devient un peu compliqué, vous vous retournez pour vous accrocher à la roche. Notre quête nous conduira sur les crêtes qui dominent la station et la vallée de la Romanche, dans la tourbière de l'Huitel, au lac Pravert et chez Ida. Le paysage dans lequel nous sommes en ce moment, paysage extraordinaire, non? Eh bien, il n'a pas toujours existé. Il y a 40 000 ans, à l'endroit où nous sommes, il y avait plusieurs centaines de mètres de glace au-dessus de notre tête. Et pourtant, nous sommes déjà à la Croix de Champs-Rousses à 2250 mètres d'altitude. Alors, d'où venait cette glace? Elle arrivait de tout là-bas, du sommet des montagnes. On en voit ici un résidu encore, c'est le glacier de la Meije. Et cet énorme glacier qui descendait de la montagne, c'est de l'eau solide, mais elle dégouline quand même, elle descend. Elle rencontrait un autre glacier qui venait du Drac, de l'autre côté. Et enfin un troisième glacier qui arrivait de l'Isère, derrière. Ces trois monstrueux glaciers, ces trois énormes masses de glace se sont tamponnés. Elles ont donc fabriqué une espèce d'énorme bosse, une énorme lèvre qui a basculé sur le Vercors juste derrière. Et comme cette glace dégouline en charriant des rochers qu'elle arrache ici et là, elle use la montagne, elle la creuse. Cette auge glaciaire qui est derrière vous, la regardez, a été creusée par le passage d'un glacier. Les petits lacs qui sont là, eh bien, c'est aussi le résultat du creusement du glacier. Et cette énorme vallée qui est derrière, qu'on appelle la vallée de la Romanche, eh bien, a été creusée par le passage de ce glacier qui dégoulinait comme un torrent, mais évidemment très lentement. On va aller voir plus loin là-bas parce que cette vallée, on la découvre très très bien. Regarde Michel, c'est normal que les arbres recouvrent le rocher? Tu parles du genévrier qui est là? Oui, c'est normal, oui. Tu vois, ici, on est en altitude, il y a du vent, il fait froid. Donc les plantes, notamment ces arbrisseaux, eh bien, recouvrent le sol. Parce que dès qu'ils lèvent la tête, pof, le vent les rabat. On a ici aussi le même arbre, hein, c'est le même. Lui, il grimpe contre le rocher, il va vers la lumière, mais il a toujours besoin d'un support pour la même raison. D'accord? Et en plus, le rocher est chaud, ça lui donne de la chaleur. Alors là, c'est intéressant parce que à cette altitude, il est très difficile aux arbres de s'installer. C'est ce qui fait qu'on trouve aussi un autre arbre là-bas, c'est le pin à crochet. Il faut savoir également que si depuis 9000 ans, les hommes n'étaient pas intervenus pour repousser la forêt, eh bien, elle occuperait tous les continents. Sauf dans des endroits comme ici, sauf sur les glaciers, ou alors sauf au beau milieu des déserts, très chauds et très arides. On va descendre par là. Et ben voilà, on est arrivé au niveau du pin à crochet. Le lac Achard est juste derrière. On y va? Attention mes les petits, regardez, regardez ça. Ce sont de petites orchidées. Plaisir des yeux, on ne les cueille pas, c'est très fragile. Baissez-vous pour les regarder de très près et profitez-en pour découvrir leur parfum. À quoi ça vous fait penser? Ah, ça sent la vanille. Hein, c'est ça, ça sent la vanille. On l'appelle orchis vanille. Attention de ne pas l'écraser. Hein. Voilà une plante qui n'est pas fragile, le pin à crochet. Regardez, quand j'appuie sur ses branches, voilà, la nature lui a fait des branches souples pour pouvoir résister à la charge. Elles reviennent, elles sont élastiques. Et sinon, eh bien, la neige finirait par détruire ses branches, par casser ses branches. Et pourquoi on appelle le pin crochet? Ben, je vais trouver une pomme de pin parce que, regardez, les écailles de sa pomme de pin sont munies d'un petit crochet. On dit qu'elle est asymétrique. Regarde quand je la fais tourner. Tu vois, elle tourne de travers. Alors c'est un arbre qui est très résistant. Je disais qu'il n'était pas fragile, et effectivement, mais c'est quand même un arbre qui souffre. Ici, il y a du vent, glacé l'hiver, il y a de la neige, quelquefois de la glace,
L'arbre vit dans un terrain qui est très pauvre. Quelquefois, il manque d'eau. Tu vois, donc il souffre en permanence. Eh bien, figurez-vous que les arbres qui souffrent sont des arbres qui vivent le plus longtemps. Et les pins à crochet peuvent probablement vivre 4 à 500 ans. Il y en a un très gros là-haut, je suis à peu près certain qu'il dépasse les 500 ans. Et ce lac, c'est les glaciers qui l'ont creusé aussi? Bien sûr, et quand les glaciers ont façonné le lit de ce lac, il y a des hommes qui passaient déjà en montagne, qui franchissaient les cols englacés et qui venaient là pour chasser les animaux à fourrure. Les lacs de montagne sont condamnés. Ils finiront par disparaître. Donc le paysage va changer encore une fois, tout simplement parce que les alluvions qui ruissellent de la montagne quand il pleut finiront un jour par les boucher, par les remplir. Cette fois, ça y est, on est dans la forêt, on est près de la station de Champs-Rousses, plus précisément vers Bachaboulou. Quand les glaciers ont disparu, eh bien, derrière eux, ils n'ont pas laissé la forêt, bien entendu, ils ont laissé une roche à nu. Plus de gazon est arrivé. Mais dans le fond, là-bas, c'était un lac. Petit à petit, la forêt s'est installée, le lac s'est comblé, il est devenu une tourbière. Et là-bas, ce qu'on voit, en fait, c'est une ancienne tourbière, mais petit à petit, le paysage va se refermer. Regardez, il y a déjà des arbres qui se sont installés. La plupart des tourbières du massif de Belledonne se sont refermées, elles sont colmatées. Mais ici, je sais que nous sommes sur une tourbière puisqu'il y a du pin à crochet. Et puis, il y a aussi ces petites fleurs, ces petites plantes. En fait, ce sont des drosera. Ce sont des plantes carnivores. Carnivores? Ben oui, enfin, carnivores pas vraiment puisqu'elles sont surtout insectivores. C'est bizarre, d'habitude on voit plus gros à la télé. Ah oui, bah attends, bouge pas, j'ai ce qu'il faut pour arranger ça, regarde. J'ai pris la loupe. Alors, c'est une plante qui est devenue insectivore parce que le sol, qui est très acide, n'arrive pas à lui donner l'azote dont elle a besoin. Donc elle se sert de l'air pour ça. En fait, elle piège des insectes. Et vous voyez, ces feuilles qui ressemblent à des raquettes ont des petits poils. Au bout de chaque petit poil, il y a une glande. Et cette glande, eh bien, à la fois, elle sert à appeler l'insecte, elle libère une odeur qui attire l'insecte. Elle sert également à coller l'insecte, à le retenir. Et quand l'insecte se débat, tous les petits poils se referment sur lui parce qu'en se débattant, il a excité la feuille. Au bout d'un moment, la plante envoie des enzymes, grâce encore une fois à quelques petites glandes, et l'insecte est digéré. Alors, évidemment, celle-là est petite, Drosera, c'est une petite plante. Et moi, j'en ai connu de beaucoup plus grosses, mais pour les rencontrer, celle-là, il faut prendre l'avion, il faut voyager, il faut aller jusqu'en Asie du Sud-Est, en Malaisie, dans une île qu'on appelle Bornéo. Alors là-bas, il y a une montagne, comme ici, il y a une forêt, comme ici, il y a de l'humidité aussi, comme ici. Et là, eh bien, les plantes, les animaux vivent dans une ambiance assez étrange. On est dans une forêt pluviale, on l'appelle comme ça parce que l'ambiance est humide, mais aussi parce que les plantes se mettent quelquefois à transpirer. Et leur transpiration pleut dans la forêt, à tel point que les grenouilles pondent sur les feuilles des arbres. Il y a beaucoup de plantes, il y a des orchidées, il y a des fougères, mais il y a aussi beaucoup d'animaux qui se répartissent sur les plusieurs étages de la forêt, du sol jusque dans les hautes branches. Et quand on est attentif, quand on cherche les clairières, eh bien, on trouve une plante géante. C'est une plante carnivore, on l'appelle Nepenthes. Et quand on la regarde de près, on se rend compte que sa feuille est bizarre. Elle ressemble d'abord à une vraie feuille, et puis ensuite, la nervure qui est au centre de la feuille se prolonge et se termine par une urne, une sorte de vase qui a un couvercle. Et au fond du vase, il y a un liquide qui attire les insectes, c'est le nectar. Alors les insectes sont attirés, ils se posent sur le haut de la feuille, en fait, de l'urne. Et puis là, manque de peau, ils sont sur un endroit qui est très lisse parce que c'est ciré par la plante. Ils tombent dans l'urne parce qu'ils sont comme sur une sorte de toboggan et ils sont précipités dans le liquide. Là, ils sont digérés, évidemment, et ils ne pourront plus jamais en ressortir. Donc, que ce soit ici, dans Belledonne, ou que ce soit sur l'île de Bornéo, quand les plantes vivent dans un milieu acide qui ne peuvent pas les nourrir convenablement, qui ne peuvent pas assurer leur croissance, eh bien, la plupart d'entre elles utilisent ce système-là. Elles piègent des insectes, elles deviennent insectivores. Alors quand je vous disais que le paysage n'arrêtait pas de changer, regardez.
il y a un peu plus de 60 ans, le lac Luitel. Alors le lac lui-même n'a pas changé, il fait pratiquement la même circonférence, le petit bras d'eau aussi là. Hein. Par contre, regardez, le paysage là montre que déjà il y avait beaucoup de bétail, il était très pâturé, parce que tout ça ce sont des prairies, hein, tout ça ce sont des prairies qui s'ajoutent les unes aux autres. Il y a des bâtiments, donc les hommes étaient présents également. Et c'est une forêt d'épicéas, elle a été plantée par les forestiers. Le problème c'est que les épicéas font des graines qui sont transportées facilement par le vent. Alors elles se sèment un peu partout, y compris dans la tourbière. Et ça c'est très embêtant parce que les épicéas ont pour effet d'évaporer beaucoup d'eau. Donc ils pompent l'eau de la tourbière. Et cette tourbière, petit à petit, eh bien, elle se referme parce que les épicéas font de l'ombre, parce qu'ils s'implantent. Aujourd'hui, il n'y a plus que de la forêt dense. Quand les hommes se sont installés durablement en montagne, ils ont commencé par couper la forêt. Ils ont déboisé. Ensuite, ils ont dessouché. Ou quand il y avait trop d'eau, ils ont drainé, ils en ont enlevé. Mais aussitôt que la nature a été libérée de la forêt, des plantes de lumière sont apparues. C'est l'exemple de ces marguerites, de ces scabieuses, ou même de ces petites campanules. Il y a même ici une autre plante d'ailleurs, tiens. Sens. Tu vois, elle sent bon. C'est du fenouil des Alpes. Et les hommes, à cette époque-là, savaient très bien entretenir les prairies. Ils les travaillaient comme nous travaillons le gazon. C'est ce qui fait qu'il y avait toutes ces plantes, toute cette diversité végétale. Par contre, je peux vous dire que maintenant, ici, dans cette prairie, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Cette plante, c'est de la rhinanthe crête de coq. Et cette plante-là, c'est une plante parasite qui pose ses racines sur les racines des autres plantes, elle les épuise. Elle va dominer dans la prairie. Et après elle, va arriver la lande, constituée de fougères et de genêts. Et après la lande, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la forêt. On va caresser les vaches? Non. Si. Écoutez cette histoire. Entre le Xe et le XIVe siècle, en Corse, sur le plateau de Cochionne, à 1550 mètres d'altitude, au pied du col du même nom, qui se trouve un peu plus haut, il y avait une sapinière. À la suite d'une exploitation outrancière, cette sapinière s'est progressivement transformée en hêtraie sapinière et en hêtraie. Ces résineux sont donc des vestiges. Les plus anciens, les plus vieux, sont déjà transformés en fantômes, alors que quelques jeunes résistent encore à l'envahisseur. Mais il en va dans la nature comme chez les hommes, les territoires acquis au détriment des autres ne le sont jamais pour l'éternité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une forêt n'est pas simplement un endroit planté d'arbres. C'est un milieu dans lequel des êtres différents vivent en symbiose. Ils vivent en harmonie. C'est par exemple le parasitage, c'est par exemple la compétition et la prédation. Or, ici, sur le plateau de Cochionne, dans la hêtraie, il y a une fausse note. La fausse note, c'est le bétail, et plus particulièrement les porcs. À cause d'eux, la hêtraie n'est plus constituée que de grands êtres dépérissants, des semenciers, et des êtres devenus bonsaïs. Ils mesurent 60 cm de haut, ils sont rikiki, ils ne pourront jamais donner de graines. Si rien n'est fait pour retenir le bétail en dehors de la forêt, il est évident que les hêtres semenciers finiront par disparaître et laisseront la place à une sorte de pelouse de hêtres bonsaï qui ne pourront pas retenir l'érosion du sol. Il est donc fort à parier que dans les dizaines d'années qui arrivent, si rien n'est entrepris pour retenir le bétail, cet endroit se transformera petit à petit en désert. On quitte le sol dur et on entre maintenant sur un matelas de mousse. Ce sont ces mousses qui sont à l'origine des tourbières. Nous sommes sur la tourbière du lac Travers, un petit peu en dessous du col de Luitel. En réalité, nous sommes sur un faux sol, nous sommes sur un radeau, un énorme radeau constitué de mousse. Voilà ces mousses, ce sont des sphègnes. Elles poussent dans l'eau. La tête est en dehors de l'eau, la partie qui trempe dans l'eau
finit par mourir. Elle tombe, elle arrive dans le fond du lac, et comme cela se produit depuis des centaines et des centaines d'années, petit à petit, le fond du lac remonte vers la surface. C'est ainsi que se forme la tourbe. Sous nos pieds, nous avons cette tourbe. Regardez ces sphènes. Ce sont de véritables éponges. Vous avez vu toute cette eau? Quand il fait du vent, quand il fait soleil, cette eau s'évapore et ça refroidit cet endroit. Alors il y a des plantes qui vivent dans le froid. C'est l'exemple du bouleau. C'est l'exemple de la linaigrette, là-bas, que l'on voit. Ce sont des plantes que l'on trouve également en Laponie. Eh bien, figurez-vous que ces plantes, grâce à ce faux sol, petit à petit, elles colonisent l'espace. Et un beau jour, le lac Prévert va complètement disparaître, lui aussi, va être complètement refermé par les sphènes et par la forêt. N'allez pas trop près parce que sous nous, il y a 3 mètres d'eau. D'accord? On est sur un radeau de sphènes là. Donc il faut marcher avec précaution. Ah, j'ai attrapé une bête. C'est un triton. Regarde comme il est beau. Regarde Océania, voir. Regarde son ventre. Tout orangé. Alors je vais le mettre dans un petit aquarium que j'ai toujours avec moi pour pouvoir mieux l'observer. Alors c'est un petit triton à crête. Il vit ici dans ce lac. Il y en a d'ailleurs probablement dans d'autres lacs dans la région. Mais il ne passe pas l'hiver dans le lac. Dès qu'il commence à faire frais, il sort du lac et il va s'installer pour l'hiver douillettement dans la litière de la forêt, sous les feuilles. Alors c'est un animal qui est vorace. Il peut se nourrir de petits animaux qu'il trouve dans le lac. Des petits animaux comme par exemple des petites crevettes ou tout simplement des petits têtards. Là il y a des têtards de grenouilles rousses, on en voit là-bas, qui nagent en surface. Alors vous voyez, même dans une eau qui n'est pas très oxygénée, on est dans un milieu acide en plus ici, hein, c'est quand même pas très favorable à la vie, eh bien on trouve des petits animaux. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je vais juste en voir un. Regardez là-bas ce qui passe. Ah, j'en ai un autre, Michel. C'est un petit verron. Regarde Robin. Il ne peut pas rester plus que quelques secondes seulement en dehors de l'eau parce que l'oxygène qu'il recherche dans l'eau va lui manquer. Ce sont les hommes qui l'ont emmené ici. Hein. Allez, on le remet. Et voilà. Tu dois te demander ce qui lui est arrivé. Mais à quoi ça sert ces murets? Bah ici, il y avait des paysans autrefois, cultivaient. On est dans un champ, probablement un champ d'orge ou un champ de blé. Et bien sûr, les gens sont partis. Mais ça fait combien de temps que les gens sont partis? Ben écoute, pour te répondre, on a une solution là. Tu vois, cette épicéa a poussé évidemment après le départ des gens. 70, 80, 90, il y a presque un siècle. Ça c'est la preuve formelle. Hein, parce que les épicéas poussent dans la lumière. Donc quand les gens sont partis, dans le champ il y avait de la lumière, l'épicéa en a profité. Alors les gens sont partis pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'agriculture de montagne à cette époque ne nourrissait pas tout le monde. Les familles étaient nombreuses, il y avait plein de gens à nourrir, et puis en montagne, il n'y avait pas beaucoup d'espace, donc on ne pouvait pas cultiver pour tout le monde. Alors les gens sont partis à la ville. Regardez cette petite ferme. Autrefois, elle était au centre d'une grande clairière. Tout autour, il y avait des lopins de terre entourés de petits murs. Alors ici, on cultivait de l'orge, là du blé, là de la luzerne, là des patates. Il y avait un vrai paysage autour de cette ferme. Aujourd'hui, elle est complètement dévorée par la forêt. Elle est enterrée. Dès que les hommes abandonnent le terrain, les arbres arrivent. Alors les chèvres. Bonjour Ida. La fille et le garçon. La fille et le garçon. Et lui alors, c'est qui? Ben, c'est tout. C'est un petit nouveau? Oui, c'est un petit nouveau. Regarde, il va vous mordiller. Hein. Il va nous déchirer attaquer. le pantalon, attention. Dites-moi Ida, plus on arrive dans le temps et plus la forêt
Ah, mais la montagne disparaît. recouvre, hein. La montagne va disparaître. Regarde ce chien. Regarde-moi ce chien. La montagne disparaît. Et ça prend combien de temps si vous arrêtez de faucher votre pré? Ah ben En en combien affaire de de temps il y a 3 de la ans de forêt? temps, en affaire de 3 ans de temps, eh ben c'est déjà comme ça. Hein. J'ai pas peur. Hein. Et là, si j'y fais couper au gendre, ben, c'est pour dire de nettoyer un peu. Aujourd'hui, quelques paysans se battent contre la forêt, sorte d'irréductible dont fait partie Pierre. Toute sa vie, il a entretenu ses petits prés, mais il a surtout su vivre au rythme des plantes qui composent sa prairie. Ici, il y a seulement une vingtaine d'années, 7 familles s'imposaient sur la forêt. Le versant de cette montagne était alors tondu en brosse, pas une herbe ne dépassait, la coupe était parfaite. Et ici, à cet endroit, quels sont les arbres qui arrivent les premiers? Ah, la charmille surtout. La charmille La arrive? charmille et puis le frêne. Ah, Et la le charmille, frêne. ça prend. Ouais. C'est ça de la charmille? Oui, oui, c'est ça. Pourquoi vous avez ici une gerbe de charmille? Eh de ben, charmille pour donner à mes lapins. Ah oui, Ah, mais mes lapins, ils mangent, monsieur Huette. Qu'est-ce que vous croyez? Ils vivent pas de l'air du temps, hein? C'est à vous ce bâton là? Mais ces terrasses-là, est-ce qu'elles vont durer encore longtemps? Oh, bon. Je dis que dans 10 ans, eh bien, il n'y a plus de terrain ici. Si ça continue comme ça, dans 10 ans, même avant. Parce que ça se boise, hein? Oh non, dans 10 ans, et ça sera une forêt immense comme de l'autre côté. Là-bas de l'autre côté, vous voyez, il n'y a plus de terrain, vous voyez plus que des arbres. Et puis les ronces et les genêts. C'est vite. Ah oui, parce qu'avant la forêt, il y a la lande. Oh là là. Oh Ça là là. commence un peu là, hein, on voit Mais bien. bien sûr, regardez les qui fougères. arrivent. Et encore, j'en ai coupé un peu là. Ça va vite, hein, la fougère. Hein. Oh là là. Ça y est, vos lapins ont senti l'herbe, Ah bon? ils ont senti la charmille. Vous savez, Ida, ce dont vous êtes témoin en ce moment, à savoir cette forêt qui gagne du terrain un peu partout, c'est quasiment général en France. On pense qu'environ 50 000 hectares de forêt s'ajoutent chaque année à ce qui existe déjà. Et ah oui, ça fait beaucoup. Et dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence, encore plus précisément sur le plateau d'Albion, dans le sud du plateau d'Albion, en ce moment, c'est pareil, la forêt arrive de partout, arrive de tous les côtés. Alors ça se voit bien parce que les premiers arrivés sont les pins sylvestres. Ils s'amènent, ils s'installent, et puis les pins sylvestres servent également de perchoir aux oiseaux. Les oiseaux qui vont manger des faines de hêtre, et puis de temps en temps ils en perdent de ces faines. Hop, Comme ça se sème de partout. voilà, la faine tombe au pied du pin sylvestre, le petit hêtre se développe, et quand le pin meurt, eh bien c'est le hêtre qui prend la place. Puisque ça a besoin aussi de lumière, et quand la place est libérée, il s'installe. Et ça, on le voit très très bien dans le paysage. Alors on a de vastes étendues qui sont encore complètement libres aujourd'hui, et puis on ressent cette forêt qui petit à petit part du bas du plateau d'Albion et remonte. Et à 1200 mètres d'altitude, on ressent très très fort que bien, le paysage est menacé, quoi. Il se referme, l'horizon se bouche. Et on a des témoignages de ça. On a par exemple des quantités de jasses, ce sont des maisons, des cabanes en pierre sèche. Et ces jasses ont été installées au XVIIIe et au XIXe siècle par des gens qui venaient là en estive. Parce que l'hiver, c'est pas possible, c'est comme ici, il y a 1 mètre de neige quoi l'hiver. Mais par contre, quand arrivait la période estivale, ils montaient là avec leur troupeau de moutons. Alors il y avait 8 000, 10 000 moutons. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 1800 qui pèsent dans cet endroit. Mais il n'empêche que les jasses existent encore. Alors certains sont en ruine, mais d'autres sont encore intacts parce qu'ils ont été entretenus. Alors ça fait des grands bâtiments. Mais les moutons, il n'y a pas le loup aussi qui les mange? Les moutons, là, nous, n'est pas encore arrivé dans ce coin-là. Ah bon, tant mieux. Alors, les moutons sont gardés, il y a des chiens, il y a un berger qui joue bien son rôle de berger, qui veille sur eux. Mais le berger, aujourd'hui, il vient avec ses moutons dans des secteurs qui étaient pâturés autrefois. Alors, c'est une région qui est froide l'hiver, mais qui, pendant l'été, est très sèche. Alors, comme ici en montagne, on draine, on récupère de l'eau un peu partout là-bas. C'était de l'eau de pluie qu'on récupérait. Cette eau de pluie était évacuée ensuite dans des citernes où elle était stockée. C'est encore très vivant. Ces traces, aujourd'hui, elles sont de plus en plus gommées par la forêt de hêtre. Vous avez remarqué qu'Ida était très inquiète de voir la forêt de plus en plus lécher sa maison. Depuis qu'il y a de la déprise agricole, sur tout l'arc alpin, tout au long des Alpes, il y a une forêt qui se met en place, qui permet à la faune sauvage de se développer et de se déplacer.
Faut se mettre à la place d'Ida qui voit ses pommes de terre pillées par le chevreuil et ses poules kidnappées par la buse. Ça y est Océane, ça y est Romain, notre petit morceau d'aventure s'achève. Je vous laisse rentrer tout seul, hein, c'est pas compliqué, vous suivez le chemin, soyez prudents. A plus. Salut. Salut Michel. De quel paysage de montagne disposeront demain Océane et Robin? Il est bien difficile de répondre à cette question. Ici, il y a seulement une vingtaine d'années, le foin sentait bon et les meules se dressaient dans le paysage. C'était l'époque des perdrix et des lièvres qui gîtaient dans la prairie.